Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Coucou tout le monde, bienvenue dans Un autre regard. Je commence par vous souhaiter une très bonne année 2025 avec plein de bonnes surprises, des bonnes choses, la santé évidemment. Je vous souhaite également de garder l'esprit ouvert. Dans cette première partie, nous allons plonger au cœur du Moyen-Âge pour découvrir une femme extraordinaire, véritable pionnière de son époque, Hildegarde de Bingen. Abbesse, visionnaire, médecin avant l'heure, compositrice inspirée, prophétesse mystique. Bref, elle sait tout faire. Elle incarne une figure unique qui transcende les siècles. À une époque où les femmes avaient peu de place dans la sphère politique, Hildegarde s'est imposée par son érudition, sa spiritualité et sa quête d'harmonie entre l'âme, le corps et la nature. Que ce soit à travers ses écrits médicinaux, ses chants, elle nous offre un héritage riche en enseignements qui résonne encore aujourd'hui. Découvrons ensemble cette femme fascinante à la croisée des savoirs et des mystères. Alors Hildegarde de Bingen, elle est née en 1098. Elle est également connue sous le nom de Sainte Hildegarde. C'est l'une des figures les plus fascinantes du Moyen-Âge. C'est une abbesse bénédictine, une visionnaire, comme je disais, musicienne, naturopathe et théologienne. Elle a marqué son époque par ses écrits, son approche holistique et ses compositions musicales, tout en laissant un héritage qui résonne encore. Alors, elle est née en 1098 dans une famille noble du Saint-Empire romain germanique et dès son plus jeune âge, elle montre des dispositions mystiques et a des visions qu'elle décrit comme des illuminations de l'âme. À 8 ans, ses parents la consacrent à l'Église en la confiant à une abbaye bénédictine où elle sera formée par Ruta von Sponheim. Alors, la fameuse Ruta von Sponheim, c'est une figure incontournable du Moyen-Âge. Elle est connue pour son rôle essentiel dans la formation spirituelle et intellectuelle d'Hildegarde. Alors, c'est une noble et une mystique chrétienne, évidemment. Elle est surtout connue pour son ascétisme rigoureux et son influence sur la communauté monastique féminine. Alors, elles ont vraiment ensemble une relation mentor-disciple, parce que Jutta est décrite comme une femme d'une grande austérité qui pratique une vie ascétique extrême. Donc, elle porte des haillons, elle utilise des chaînes de fer pour mortifier son corps et elle jeûnait très fréquemment. Et elle inculque à Hildegarde un profond respect pour la discipline monastique et une compréhension mystique de la foi chrétienne. C'est vraiment un tournant pour Hildegarde. Alors, malgré ses pratiques rigoureuses, Jutta a aussi nourri l'esprit d'Hildegarde. Elle l'encourage à explorer ses visions et à développer ses talents. Alors, bien qu'Hildegarde soit restée discrète sur ses expériences mystiques durant cette période. Alors, c'est une période qui vraiment pose les bases de sa future vocation. Elle grandit du coup dans un univers spirituel, mais aussi très intellectuelle. Elle commence à développer son savoir et à pouvoir commenter et diffuser ses idées. En 1136, à la mort de Jutta, Hildegarde devient abbesse et à partir de ce moment-là, elle affirme son autorité non seulement sur sa communauté monastique, mais également dans l'Église et au-delà. Plus tard, elle fonde même 2 autres monastères et elle encourage une vie spirituelle intense et une activité intellectuelle nourrie. Alors, on fait un zoom un peu sur ses visions mystiques. Elle est connue pour ses visions qu'elle commence à consigner vers l'âge de 42 ans, après en fait qu'elle ait reçu l'approbation du pape Eugène III. Donc, ses principales œuvres théologiques incluent Connaît les voies, donc Scivias. C'est une œuvre qui compile, on va dire, ses visions sur l'univers, la création et le salut. Donc, elle décrit ses 26 visions sur la création, la chute de l'homme et la rédemption. Alors, c'est illustré aussi de miniatures saisissantes et elle dépeint des mandalas et des scènes qui sont apocalyptiques. Il y a le livre des mérites de la vie, c'est un traité sur les vertus et les vices. Et puis, le livre des œuvres divines. Donc, ça, c'est une version cosmique du monde qui mélange théologie et science. Donc, en fait, elle se voit comme une prophétesse et une messagère divine. Et ses écrits reflètent une compréhension complexe de l'univers et de sa relation entre Dieu, l'homme et la nature. Mais ses contributions ne s'arrêtent pas là, puisque, comme je disais, elle est musicienne et artiste. Donc c'est une compositrice qui est prolifique. C'est son recueil de chants liturgiques, Symphonie de l'harmonie des révélations célestes. C'est une œuvre unique pour son époque. C'est-à-dire que jamais, effectivement, personne n'avait écrit quelque chose d'aussi dense.
Sa musique est d'une grande originalité parce qu'elle mêle des mélodiques, textes poétiques. Donc elle exprime vraiment sa spiritualité intense en musique, qu'elle exprime la spiritualité, la mystique de ses visions. Donc c'est très bien pour un accompagnement. Autre son côté artiste, elle a également des savoirs naturopathiques et médicinaux. C'est l'une des premières femmes à documenter des remèdes naturels et des principes de santé holistique. Donc Hildegard croyait fermement en l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme, en utilisant les plantes, les pierres et la nutrition comme moyen de guérison. Elle croyait que les émotions et les états d'âme influençaient directement la santé physique. Elle associait des troubles émotionnels spécifiques à certaines maladies et proposait des remèdes naturels pour rétablir l'équilibre. Alors, elle s'appuyait sur des plantes, comme je disais, des pierres et des aliments, et même la musique pour soigner, et considérait que chaque élément de la nature possède une énergie bénéfique. Alors, une utilisation des plantes qu'on peut trouver similaire aux doctrines du docteur Bach. Donc, c'est un médecin britannique, c'est basé sur l'idée que le déséquilibre émotionnel vont à l'origine de nombreuses maladies. Donc, il avait créé des élixirs floraux, les fleurs de Bach, qui visent à harmoniser les émotions et à restaurer un bien-être global. Donc Hildegard, c'est vraiment une pionnière dans le domaine de la médecine et des sciences naturelles. Donc elle a là aussi rédigé 2 traités importants, Physica, qui est une genre d'encyclopédie des plantes, animaux et minéraux avec leurs propriétés médicinales, et Causae et Curae, qui est un traité qui explore les causes des maladies et leur traitement, et ça met l'accent vraiment sur l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc elle prône vraiment une approche qui est holistique de la santé, en liant l'hygiène de vie, la spiritualité, l'alimentation. Alors sa célèbre phrase disait que ton alimentation soit ton médicament. C'est vraiment ce qui a inspiré la naturopathie moderne. Ses écrits sur la diététique et la médecine sont encore étudiés aujourd'hui et inspirent des approches modernes. Alors elle avait également une aura politique et théologique, puisqu'effectivement elle prônait une vision qui intégrait la nature, la création et le divin, et considérait la musique et la beauté comme des moyens d'élever son âme vers Dieu. Donc dans une société qui était très patriarcale, Hildegard est parvenue à se faire entendre, car elle a écrit à des papes, des empereurs et des rois, et n'hésitait pas à dénoncer la corruption de l'Église ou à donner des conseils politiques. Donc vraiment un rôle de prophétesse qui lui confère une autorité spirituelle naturelle, qui lui permet de dépasser les barrières finalement qu'on imposait aux femmes de son époque. En 1326, elle est béatifiée, et en 2012, elle est carrément canonisée par le pape Benoît XVI, qui l'a également proclamée docteur de l'Église, donc un titre qui est honorifique mais qui est très rare. Et aujourd'hui, elle est vraiment célébrée pour sa spiritualité, sa créativité et son influence dans des domaines variés, allant de la médecine à la musique. Alors, Hildegard, qui est vraiment une figure intemporelle, elle a croisé de la spiritualité et de la science et de l'art. Sa vision holistique de la santé, qui allie le soin du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est une source d'inspiration encore aujourd'hui pour de nombreux praticiens. À travers ses écrits médicaux, sa musique mystique et ses visions spirituelles, elle nous rappelle l'importance de l'harmonie avec le cosmos et la nature. Et puis, elle était vraiment pionnière dans une époque qui était clairement dominée par les hommes. Elle a su s'imposer avec courage et sagesse. Aujourd'hui, son héritage résonne bien sûr encore. Alors, pour conclure cette première partie sur Radio G Angers, 101.5 FM, qui était consacrée à Hildegard de Bingen, figure visionnaire, je vous propose de maintenant tourner notre regard vers un phénomène qui lui aussi interroge ce lien mystérieux entre l'homme et son environnement, les pluies animales. Ces événements sont à la fois intrigants et spectaculaires, car ils défient notre compréhension du monde naturel et alimentent depuis des siècles des récits et les spéculations. Avant de se lancer dans tous ces animaux qui nous tombent littéralement du ciel, je vous propose une petite pause musicale avec Dead Cadence, The Host of Seraphim. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G. Tout à l'heure, nous avions parlé de Sainte Hildegard. Nous avons exploré sa sagesse et sa science. Plongeons maintenant dans l'étrangeté de ces manifestations météorologiques étonnantes, les pluies animales. Alors, c'est un phénomène qui est aussi rare que fascinant, et ça évoque des images dignes des légendes les plus étranges, ou dignes des récits bibliques les plus anciens. Alors, ces événements mystérieux qui sont rapportés à travers l'histoire nous montrent que la réalité dépasse parfois la fiction. Imaginez-vous plutôt la scène, un ciel menaçant,
des nuages lourds, et soudain, au lieu de gouttes d'eau, des poissons qui tombent en masse dans votre jardin, des oiseaux qui dégringolent du ciel, ou même des araignées qui envahissent le paysage comme une pluie apocalyptique. Voici quelques exemples historiques étonnants qui illustrent ce phénomène rare qui est très ancien. Vous allez voir, on a des choses tout au long de l'histoire. Alors voici les exemples les plus frappants. Alors si on parle de 5e siècle avant Jésus-Christ, on a les écrits d'Hippocrate, donc le célèbre médecin grec Hippocrate mentionne un phénomène étrange dans ses écrits, une pluie de poissons tombant du ciel. Ce phénomène aurait eu lieu en Asie mineure, et bien qu'Hippocrate n'ait pas expliqué la cause de ce phénomène, il l'a documenté comme un événement naturel inexplicable à l'époque. Selon lui, cela faisait partie d'un ensemble de phénomènes météorologiques étranges observés dans cette région. En 174 avant Jésus-Christ, dans l'Antiquité romaine, une pluie de grenouilles aurait été rapportée. Le poète et écrivain romain Plutarque en parle dans ses Vies parallèles. Il mentionne que des grenouilles étaient tombées lors d'une tempête sur Rome, un événement qu'il a interprété comme un présage. Si on passe à l'Égypte, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, donc une autre occurrence d'une pluie de poissons a été rapportée en Égypte ancienne à l'époque de la dynastie de Ramsès. Donc le pharaon Ramsès II, dans ses inscriptions, évoque un événement étrange où des poissons sont tombés du ciel après une tempête. Bien que cette histoire, bien sûr, soit difficile à vérifier, elle s'inscrit dans un contexte où les phénomènes météorologiques étaient souvent associés à ces fameux présages divins. Au VIe siècle, après Jésus-Christ, on est encore à Rome, des chroniqueurs de l'Empire romain ont relaté un phénomène bizarre où des insectes semblables à des mouches ou des sauterelles étant tombés en grand nombre sur Rome après une tempête. Donc, c'était enregistré dans les écrits antiques, ce qui alimentait effectivement la peur des calamités. On repense à l'épisode biblique avec les 7 plaies d'Égypte. Dans les écrits de l'historien grec Thucydide, donc là on est en 451 avant Jésus-Christ, on parle d'un étrange phénomène survenu à Athènes. Des pierres de la taille de galets sont carrément tombées du ciel. Donc ce phénomène était très différent bien sûr d'une pluie d'animaux, mais ça reflète bien les mêmes préoccupations antiques que des événements météorologiques inexpliqués. En 1222, au Moyen-Âge donc, en Angleterre, des chroniqueurs rapportent qu'une pluie de serpents se serait produite dans le comté de Norfolk. Donc là, les phénomènes auraient été observés après une tempête violente. Alors bien que ces événements soient considérés comme certains comme une légende, les historiens médiévaux ont souvent mentionné des pluies de créatures diverses, et toujours avec une genre d'interprétation mystique liée à la colère divine ou aux guerres en cours. En 1578, donc un autre exemple médiéval, dans le journal de Pierre de l'Estoile, on parle d'une pluie de grenouilles qui tombe sur Paris après une tempête. Alors bien que le phénomène, là pareil, effectivement aurait pu être exagéré. Voilà, on parle là de grenouilles. Sur Douvres en Angleterre en 1578, les récits anciens font état d'une pluie de petites souris noires dans la région de Douvres. Alors bien sûr, ça reste effectivement anecdotique et j'imagine que ça a bien dû alimenter les légendes locales en présages funestes, en partie à cause de la couleur des souris. Et puis, le Nouveau Monde n'est pas en reste. En 1873, il y a une tempête intense qui a été suivie d'une pluie pour le moins inhabituelle. Donc, à Kansas City, des centaines de grenouilles sont littéralement tombées du ciel. Les habitants ont raconté que les amphibiens semblaient venir de nulle part. Ils étaient bien sûr encore vivants et d'autres étaient carrément morts. Toujours aux États-Unis, quelques années plus tard, donc en 1877, on est dans le Tennessee. Et là, apparemment, c'est une pluie de serpents après une tempête violente. Voilà, donc ces fameux reptiles mesuraient entre 15 et 20 cm et ont provoqué une panique parmi les habitants, on peut les comprendre. Au Honduras, depuis plus d'1 siècle, les habitants de la ville de Yoro rapportent une pluie de poissons qui survient presque chaque année entre mai et juillet. Donc c'est un phénomène connu qu'ils appellent le lluvia de peces. Il est vraiment régulier, donc il a été carrément intégré au folklore local. À Bath, en 1894, donc en Angleterre, lors d'une journée estivale, les habitants de Bath ont été surpris de voir des méduses s'échouer dans leur jardin après une averse. Alors bien qu'elles petites, c'est des créatures marines du coup qui ont jeté une petite touche supplémentaire parce qu'à Bath, on est quand même loin de la mer. En 2001, au Canada, on a eu droit à une pluie de vers, donc qui tombait littéralement du ciel. On a eu des oiseaux morts qui tombaient en masse
Donc ça, c'est en Arkansas en 2011. Donc lors du réveillon du Nouvel An, alors sympa pour le symbole, des milliers d'oiseaux, donc des carouges à épaulettes, sont mystérieusement tombés du ciel dans la petite ville de Beebe, Arkansas. Alors bien que les scientifiques aient attribué ces événements à des feux d'artifice qui les auraient désorientés en vol, l'image de cette pluie d'oiseaux morts a quand même marqué les esprits. Et puis finalement, on a aussi en Australie, donc de plus récemment 2015, dans la ville de Goulburn, on a des milliers d'araignées qui sont tombées du ciel, recouvrant le champ et les bâtiments d'une fine toile argentée. Alors bien sûr, à l'époque antique et au Moyen-Âge, ces phénomènes naturels, et particulièrement ceux impliquant des créatures tombant du ciel, étaient souvent vus sous le prisme spirituel. Les événements tels que les pluies animales étaient interprétés, comme on disait, comme des signes envoyés par les dieux, des présages divins ou des symboles de calamités à venir. Plus tard, ils étaient vus comme des messages bibliques. Les explications scientifiques, bien sûr, n'existaient pas encore, et les forces naturelles étaient perçues comme des manifestations de la volonté divine. Tout tournait sur le divin. Mais si les scientifiques aujourd'hui s'accordent sur les causes probables de ces pluies, elles conservent quand même une part de mystère. Pourquoi ? C'est comment est-ce qu'on peut expliquer que certains animaux survivent à un tel voyage ? Pourquoi ces pluies se concentrent-elles parfois sur des zones très restreintes ? Voilà des questions qui alimentent encore le débat. Quelles explications peut-on trouver ? Alors effectivement, on a dit que c'était plutôt une cause naturelle. Donc, il y a les trombes marines, ou ce qu'on appelle les tornades aquatiques. Donc, les trombes marines sont des phénomènes de tourbillons d'air qui se forment au-dessus des eaux. Donc, c'est l'une des causes en fait, les plus probables pour les pluies animales, en particulier celles qui impliquent des poissons et des grenouilles. Donc, une trombe marine agit comme un gigantesque aspirateur naturel. Elle inspire l'eau, les animaux marins et les insectes légers. Donc, une fois capturés, ces animaux sont en fait un peu prisonniers du tourbillon. Donc, ils peuvent être transportés sur de longues distances, parfois jusqu'à plusieurs kilomètres, avant de retomber sous l'effet de la gravité tout simplement. Alors, les trombes marines, elles se forment généralement lors de conditions météorologiques particulièrement instables, avec des différences de température et de l'humidité entre l'air et l'eau, ce qui crée des courants ascendants puissants. Une autre possibilité sont les tornades terrestres. Alors, elles fonctionnent de la même manière que les trombes marines, mais sur Terre. Elles sont capables d'aspirer non seulement de l'eau, mais aussi des objets et des créatures légères comme des oiseaux, des grenouilles ou des insectes. Donc, ce qu'on sait qu'effectivement, c'est que la tornade fait tourbillonner les animaux au sol, les emporte dans un genre de vent ascendant très puissant, et ces créatures, là aussi, peuvent être transportées sur plusieurs kilomètres avant de retomber lorsque finalement la tornade a perdu de son élan. Une autre possibilité que les trombes d'eau ou les tornades sont le phénomène, ce qu'on appelle le ballooning des araignées. Donc, c'est un phénomène de ballooning. Ce que font certaines araignées, en particulier les jeunes, utilisent leur toile pour se laisser porter par le vent. En fait, elles fabriquent littéralement un genre de parachute ascensionnel en toile. Donc, en libérant une fine soie dans l'air, elles peuvent se laisser emporter par les courants ascendants ou les vents forts, et comme ça, elles se déplacent sur des distances considérables. Donc, ce qui a pu éventuellement être une explication pour la pluie d'araignées qui avait été observée en Australie ou celle qu'il y a eu également au Brésil. Donc en fait, elles ne tombent pas du sol, elles sont juste transportées grâce à leur fil par le vent. Alors ce comportement, il est utilisé par les araignées pour se disperser et trouver de nouveaux territoires, et il est souvent observé après des périodes de pluie ou des conditions atmosphériques particulières. Quatrième possibilité, des courants ascendants puissants. Alors, ils se produisent lorsque des tempêtes intenses ou des fronts froids, du coup, arrivent à soulever des petites créatures vivantes, alors, les insectes, les grenouilles et tout ça. Ces animaux peuvent être du coup ainsi transportés par l'air à des altitudes importantes avant de redescendre lorsque finalement les courants se dissipent. Il y a la différence de pression et de température va créer des courants verticaux puissants, et puis on peut s'imaginer que ça peut emmener des petits animaux légers. Et puis il existe aussi un phénomène rare mais qui est documenté où des débris, y compris des animaux, peuvent être emportés par des vents violents, des trombes d'air ou même des vagues extrêmement puissantes, ce qu'on appelle le phénomène de pluie de débris. Donc, lors d'un orage violent, une masse d'air chaud et humide peut entraîner des créatures vivantes qui peuvent être relâchées quand finalement le phénomène a perdu de sa force. Donc, c'est généralement associé, on va dire, à des conditions extrêmes comme des tempêtes, des cyclones ou des tornades. En tout cas, voilà un bon paquet d'explications qui sont totalement naturelles. Ça ne fait pas moins peur, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une touche de mystère qui demeure ?
Voici quelques facteurs qui, du coup, expliquent pourquoi, même si on a trouvé une explication scientifique satisfaisante, il reste quand même une petite part de mystère. Alors déjà, il faut souligner, c'est la rareté et l'imprévisibilité de ces fameuses pluies animales. Elles sont extrêmement rares, elles se produisent que dans des conditions très spécifiques. Leur caractère est imprévisible et inhabituel, elle fait qu'elles surprennent toujours en fait ceux qui sont témoins. Et puis la rareté d'un tel événement dans la vie d'un individu, si vous en avez déjà connu une fois dans votre vie, ça fait effectivement, ça renforce quelque part psychologiquement le sentiment de mystère. Car il y a eu quand même peu de gens qui sont confrontés directement. Cela laisse place bien sûr à des interprétations surnaturelles ou mystiques, notamment dans les cultures où de tels phénomènes sont perçus comme des signes de présage. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y ait quand même, on va dire, dans l'imaginaire collectif, une absence d'explication immédiate. C'est-à-dire même si les causes scientifiques sont désormais quand même relativement bien établies, le phénomène peut sembler quand même totalement inexplicable à ceux qui n'ont pas une connaissance approfondie de la météo. Pour un témoin de la pluie d'animaux qui est dans son jardin tranquille, il est souvent difficile de comprendre comment cela peut se produire. Ce qui renforce l'impression qu'il se passe quelque chose quelque part de, entre guillemets, magique ou d'incompréhensible. Les mythes et les légendes qui entourent ces phénomènes jouent aussi un rôle important dans leur mystère. Il y a de nombreux récits historiques et folkloriques qui souvent sont chargés d'émotions ou de symbolismes qui attribuent ces pluies à des divinités, à des malédictions ou à des présages. Il y a aussi beaucoup de passages dans la Bible, par exemple. Donc, dans l'Antiquité, ces phénomènes auraient été interprétés comme des signes des dieux, un présage de guerre. Ces récits ont perduré effectivement à travers les âges et quand même alimentent l'imaginaire collectif, faisant perdurer le mystère autour de ces phénomènes. Une portée un peu dramatique, c'est presque cinématographique. L'image d'un déluge d'animaux tombant du ciel est spectaculaire, voire angoissante, surtout quand il s'agit, pour ma part, de serpents. S'il pleut des souris, pour moi, ça va m'aller. Les serpents, ça va moins le faire. Cela évoque des scènes qui sont un peu apocalyptiques, des cataclysmes, des événements surnaturels, un peu de titre biblique. La tension et le choc, ça peut déclencher des émotions fortes et renforcer l'idée qu'il s'agit d'un phénomène carrément étrange. Les témoignages de ceux qui ont été témoins de ces événements sont souvent quand même empreints de subjectivité et de confusion. Ça quand même accentue le mystère. Les gens qui vivent de tels phénomènes peuvent décrire des expériences hors du commun où l'interprétation scientifique n'est pas immédiatement évidente. C'est-à-dire qu'ils vont partir sur un truc tout de suite. Et la science a un corps à distance pour certains. C'est-à-dire bien que la science offre des explications qui sont solides, vous voyez les trombes marines, les courants ascendants, tout ça. Pour beaucoup de gens, les phénomènes naturels sont encore mystérieux et les explications scientifiques peuvent parfois sembler trop abstraites ou éloignées de leur expérience au quotidien. La compréhension de certains phénomènes est quand même complexe et c'est pas toujours accessible à tous. Il y a le rôle aussi de la culture et de la croyance. C'est-à-dire que certaines cultures ont encore tendance à voir ces événements comme des signes spirituels ou divins, donc du coup comme un signe au moins cosmique, comme un avertissement cosmique. Cela relève pour eux du domaine du surnaturel et tant que les individus se maintiennent dans ces croyances, les phénomènes resteront de toute façon, quoi qu'on dise, mystérieux et inexpliqués aux yeux de ceux qui y prêtent une attention sous cet angle. Alors, les pluies animales peuvent être expliquées par des phénomènes, on a vu, météorologiques très spécifiques, les tornades, les trombes marines, les courants ascendants ou même les tempêtes. Certains phénomènes aspirent des animaux légers ou aquatiques et les transportent sur de longues distances avant qu'ils retombent au sol. Bien sûr, on a vu que ces événements étaient rares et leur explication était bien enracinée dans les principes de la physique. Toutefois, le mystère demeure. Même lorsque des explications scientifiques sont disponibles, ils continuent en tout cas de susciter l'émerveillement, des spéculations et parfois la peur. Ils captivent l'imagination humaine, ils rappellent même à notre époque, où nous comprenons mieux la nature, certains phénomènes quand même conservent une étrangeté fascinante. Une chose est sûre, les pluies animales entre science et légende nous rappellent combien la nature peut être surprenante et parfois un peu effrayante, voire un peu dégoûtante. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur 2, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Alors après avoir exploré sur Radio G la manière dont la nature, parfois capricieuse, semble se jouer avec nous, nous allons plonger pour un autre regard dans un autre domaine où le mystère et l'inconnu s'entrelacent, celui des objets maudits. Alors, tout comme les pluies d'animaux, ces objets ont traversé les siècles et nourrissent des récits fascinants où le paranormal semble se matérialiser sous forme d'objets imprégnés de forces inconnues. Peut-être, comme les animaux tombant du ciel, ces objets portent-ils eux aussi des histoires et des énergies capables de bouleverser les vies de ceux qui entrent en contact d'eux.
ou peut-être que ce ne sont que des histoires. Les objets ont toujours été porteurs de symboles puissants de toute façon et de significations diverses dans nos cultures. Mais lorsqu'ils deviennent hantés ou maudits, ils prennent une toute autre dimension. Qu'ils soient associés à des tragédies, à des croyances anciennes ou à des forces surnaturelles, ces objets semblent en tout cas dotés de pouvoirs capables de perturber la vie des individus. Alors si les phénomènes pour le grand public sont souvent similaires, il existe quand même une différence importante entre les objets hantés et maudits. Ces deux catégories distinctes, mais qui se rejoignent dans le domaine du paranormal. Les objets hantés sont des objets qui semblent être imprégnés de la présence d'un esprit, d'une entité ou d'une force surnaturelle. Cette présence, souvent invisible, peut se manifester par des bruits étranges, des mouvements inexplicables ou d'autres phénomènes psychologiques perturbants. La hantise d'un objet peut être due à diverses raisons, et sont généralement liées à des événements traumatisants ou à des tragédies associées à l'objet en question. Les objets maudits, qui nous occupent aujourd'hui dans cette émission d'un autre regard sur Radio G diffèrent par la nature de leur pouvoir. Ils ne sont pas seulement hantés par la présence d'un esprit ou d'une force, mais chargés d'une malédiction délibérée, souvent en raison d'un sort, d'un pacte ou d'un vœu malveillant. Les objets maudits occupent une place particulière dans l'imaginaire collectif et dans les récits des phénomènes paranormaux, et sont même des fois les sources d'inspiration pour le cinéma et la télévision. Parfois porteurs de malheur, parfois imprégnés d'une énergie malveillante, ces objets semblent défier la logique et la rationalité. Elles apportent avec eux des malheurs, des accidents ou des malédictions qui frappent ceux qui les possèdent. Ce phénomène est aussi ancien que les croyances humaines et s'est nourri de l'histoire, des légendes et des récits de cultures du monde entier. Dans cette émission, nous allons explorer les origines des objets maudits, leurs manifestations, quelques exemples célèbres bien sûr, ainsi que la nature possible de la malédiction et les explications scientifiques qui peuvent tenter de démystifier tout ça. Alors, les objets maudits sont généralement liés à des événements tragiques, des malédictions ou des pratiques occultes. Ils ne deviennent finalement maudits que lorsqu'une attention malveillante ou une force extérieure vient s'y attacher. Cette malédiction est supposément lancée par un individu, un groupe ou peut même résulter d'une énergie collective ou d'un rituel par exemple. Alors, l'origine la plus commune des objets hantés provient de la volonté d'un individu ou d'un groupe de poser une malédiction sur un objet. Cette malédiction peut être en réponse à un acte de vengeance, de colère ou même dans le cadre d'un rituel magique destiné à nuire à une autre personne. Alors par exemple, une personne en quête de vengeance pourrait, selon les croyances, infuser un objet de sa malédiction, créer ainsi un réceptacle de malheur pour celui qui entrera en sa possession. Premier cas célèbre, un exemple emblématique de malédiction lancée par une personne est celui de la statue de la déesse Kali. C'est une divinité hindoue qui a été volée dans un temple en Inde. Selon la légende, le voleur, après avoir dérobé cette belle statue et tenté de la revendre, a été frappé par une série de malheurs. Des accidents de voiture, des pertes financières et des maladies inexplicables se sont succédés. Le voleur, inquiet, a demandé à un prêtre hindou de l'aider et lui a révélé que la déesse Kali avait lancé une malédiction sur l'objet volé. Pour briser la malédiction, le voleur a dû restituer la statuette au temple d'origine. Ce phénomène a été interprété comme un exemple classique finalement de malédiction lancée par un être divin, mais le vol en lui-même a été perçu comme une offense grave, attirant ainsi la colère de la divinité. Autre exemple célèbre, on a la malédiction de la pierre de l'assassin. Donc, une pierre rare et précieuse connue sous le nom de pierre de l'assassin aurait été possédée par un voleur dans l'Antiquité. Selon les récits, ce voleur aurait volé la pierre à un marchand qui, désespéré, aurait juré de se venger. Il lança alors cette malédiction sur la pierre en affirmant qu'elle apporterait une mort violente à son propriétaire. Des siècles après, la pierre a été bien sûr retrouvée et à chaque fois qu'un collectionneur la possédait, des morts violentes survenaient mystérieusement autour de lui. Une des victimes les plus notables a été l'archéologue renommé qui, après avoir acquis cette pierre dans une vente aux enchères, a été tué dans un accident de voiture très suspect. L'expert en histoire des artefacts a découvert que le marchand avait été assassiné dans des circonstances particulièrement brutales et que sa colère et son désir de vengeance auraient carrément infusé, si vous voulez, l'objet d'une malédiction d'une extrême puissance. Et on a encore beaucoup d'objets qui ont été comme ça. Voilà, la malédiction de la tapisserie de la sorcière. On a une idole, des histoires d'idoles mayas également. Donc la deuxième possibilité, après, on va dire,
une malédiction lancée par un individu pour se venger par colère. On a la possibilité également, donc dans de nombreuses civilisations, certains objets sont réputés être maudits en raison de leur association avec des événements historiques tragiques ou des croyances religieuses. Donc les objets maudits liés à ces événements tragiques sont souvent perçus comme des témoins finalement de souffrances profondes et dans certains cas de crimes ou d'événements de guerre, des choses comme ça. Et dans certains cas, leur malédiction est censée résulter finalement de ces émotions et cette violence qui a infusé, dont a été imprégné l'objet. Alors ces objets peuvent être associés à des événements comme des batailles sanglantes, des meurtres ou d'autres tragédies majeures. Comme exemple, je vous citerai l'exemple du canapé de l'horreur de la famille Garnett. Donc, le canapé Garnett est marqué par une tragédie familiale. Ce canapé était recouvert de joli velours rouge. Il a été fabriqué dans une maison victorienne en Angleterre. Un des propriétaires de la famille Garnett, un homme violent et jaloux, tue sa femme et ses enfants sur ce canapé lors d'une dispute particulièrement violente. Après leur mort, l'objet fut laissé dans la maison pendant des années. Alors, selon la légende, la malédiction du canapé commença à se manifester lorsque plusieurs familles qui emménagèrent dans la maison furent frappées par des drames similaires. Des meurtres, des suicides et des accidents de voiture tragiques se produisaient autour de cet objet. Et lorsque l'intention de déplacer ou de vendre le canapé fut émise, aussitôt, les personnes furent frappées par des événements malheureux elles aussi. L'histoire raconte que l'objet émettait une genre d'énergie noire, celle des souffrances de ses victimes. On a aussi l'histoire du pendentif de la comtesse de Vassal. Ce pendentif, c'est une perle noire gravée entourée d'or. Elle appartenait à la comtesse de Vassal, une noble française, avant qu'elle soit assassinée dans les guerres de religion au XVIe siècle. La comtesse avait été tuée dans sa propre maison par un groupe de soldats en quête de trésors et avant de mourir, elle avait maudit son pendentif. La malédiction, selon la légende, aurait été jetée sur quiconque posséderait l'objet en raison de la violence tragique de son décès. Les propriétaires successifs du pendentif ont tous connu des tragédies allant de la perte de leurs biens à des accidents définitifs. Donc, ce pendentif a été vraiment accusé d'être la cause de la disparition mystérieuse d'un célèbre collectionneur d'art au XIXe siècle, par exemple, dont le corps n'a bizarrement jamais été retrouvé. On a également l'exemple du miroir de la reine Élisabeth Ier, un joli miroir en argent. Puis la malédiction de la voiture de James Dean également. Donc on parle là de sa Porsche Spyder 550 que conduisait James Dean, l'acteur mythique. Elle a acquis une véritable réputation macabre après sa mort dans un accident de voiture, donc c'était en 1955. Dean, si on le savait, était passionné de voitures. Il aimait aussi vivre vite. Donc le véhicule a été gravement endommagé dans l'accident. Il y a plusieurs propriétaires successifs de la voiture ont subi des blessures graves et sont décédés dans des accidents violents. Et même les pièces de la voiture qui ont été revendues séparément ont également été liées à des événements tragiques et plutôt étranges. Donc cette malédiction associée à l'accident fatal de James Dean semble imprégner l'objet d'une énergie tragique liée à sa mort prématurée. Donc on a aussi la poupée Robert the Doll, on a le canif de Franz Ferdinand, donc l'archiduc François Ferdinand, le fameux héritier austro-hongrois. Donc ce canif, en fait, il faisait partie de ses affaires personnelles. Il a été utilisé le jour où il a été abattu. Donc après son assassinat, le canif il a changé plusieurs fois de propriétaire et chacun des nouveaux détenteurs a été confronté à des tragédies importantes dans sa vie. Certains experts en fait affirment que l'onde de choc de l'assassinat et des événements qui en ont découlé, donc la Première Guerre mondiale, ont marqué réellement l'objet et ont entraîné des malheurs pour ceux qui ont eu l'audace de le posséder. Alors, les objets maudits liés à des événements tragiques semblent être imprégnés par des souffrances et les émotions fortes des événements auxquels ils ont été associés ou auxquels ils ont été témoins. Les malédictions d'objets liées à des pratiques rituelles ésotériques sont peut-être effectivement aussi une possibilité. Ça veut dire que certains ont cherché à conférer une énergie négative malveillante à un objet à part des manipulations spirituelles, des rituels occultes ou des traditions ésotériques. Dans certains cas, les objets maudits résultent directement de la pratique occulte ou de magie noire, où un individu qui est mal intentionné utilise des objets comme des instruments pour réaliser des sorts, des malédictions ou des pactes. Et ces objets sont un peu utilisés finalement pour provoquer des malheurs et même engendrer des souffrances physiques et psychologiques. Les artefacts religieux ou rituels, lorsqu'ils sont profanés ou mal utilisés, peuvent aussi devenir des objets finalement maudits. Donc, dans de nombreuses cultures, les objets sont considérés comme pouvant capter et renvoyer des influences spirituelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises,
Et les objets maudits liés à des rituels ésotériques sont chargés d'une symbolique bien sûr très puissante. Voici quelques exemples notables. Le voile de la sorcière d'Édimbourg. Donc là, on a un voile ancien qui a appartenu à une sorcière qui a été exécutée à Édimbourg en Écosse. Donc lui, il est réputé être maudit en raison de ses pratiques rituelles qu'il a supposé transmettre. La sorcière, avant sa pendaison, avait lancé une malédiction sur son voile, l'utilisant comme un outil pour imprégner effectivement l'objet de son énergie malveillante. On raconte que ceux qui sont trouvés en possession de ce fameux voile, après l'exécution, ont vécu des événements tragiques, donc des malheurs dans leur vie professionnelle, des pertes dans leur famille, voire des accidents étranges. Le voile aurait agi finalement comme un vecteur de malédiction et son pouvoir était supposé augmenter à chaque fois qu'il était utilisé dans des pratiques occultes. Donc après plusieurs tentatives pour le brûler et le détruire, il a été finalement enfermé dans un coffre scellé, mais certaines personnes disent qu'il continue de répandre des malédictions à distance. Autre objet effectivement imprégné d'une énergie, le grimoire de la sorcière de Salem. Donc là, on a un livre de rituels et d'incantations ésotériques qui aurait appartenu à une sorcière accusée de sorcellerie pendant le procès de Salem au XVIIe siècle. Donc certains témoignages, la sorcière aurait réécrit ses malédictions directement dans le livre et l'aurait utilisé pour maudire les membres de sa communauté. Après son exécution, le grimoire serait passé de main en main, donc avec plusieurs possesseurs, et chacun d'eux aurait vécu des malheurs, des accidents étranges et des pertes tragiques. Il se dit même que ce livre contient des sorts puissants, destinés à lier les âmes ou à les envoyer dans l'au-delà. Donc on a aussi la pierre du moins dérangé, enfin il y en a beaucoup. Donc, ce qu'on sait, c'est que les objets maudits qui sont associés à des pratiques rituelles ésotériques sont considérés comme des canaux puissants pour des forces spirituelles, malheureusement souvent malveillantes. Ces objets sont destinés à capter et à concentrer des énergies et à affecter les personnes qui les possèdent ou qui les manipulent. Alors, les objets maudits se manifestent souvent par des phénomènes qui sont dérangeants et parfois même dangereux. Alors, on va parler des phénomènes qui sont associés. Alors, des malheurs qui sont répétés. Ils sont souvent liés, on va se dire, à une malchance persistante. Des personnes ayant possédé un objet maudit rapportent souvent des incidents fréquents, des pertes financières, des problèmes de santé soudains ou des relations qui se dégradent de manière inexpliquée. Maladie soudaine, accident grave ou blessure inexpliquée, cette série de malheurs est perçue comme étant causée par directement l'objet. Certains objets aussi déclenchent des manifestations surnaturelles, donc paranormales, des bruits étranges, des écarts de température soudains, des visions ou même des apparitions fantomatiques. Ces phénomènes se produisent souvent en présence de l'objet maudit et disparaissent dès que celui-ci est éloigné. Donc là, on peut penser par exemple à la poupée Annabelle, qui est souvent citée comme étant à l'origine des bruits inexplicables et d'apparitions effrayantes. Autre phénomène, on parle aussi de possession ou d'influence psychologique. Certaines personnes ayant possédé un objet maudit rapportent des changements de comportement, comme une obsession croissante pour l'objet, une agressivité inhabituelle, ou des pensées autodestructrices. Donc les objets semblent agir comme des instruments de manipulation mentale. En fait, elles poussent les possesseurs à agir contre la volonté et à développer des comportements irrationnels, voire dangereux. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les malédictions d'objets ne se limitent pas toujours à affecter directement les propriétaires, mais peuvent également affecter les gens qui les côtoient, qui les touchent ou qui les visitent. Alors, ces objets semblent avoir un pouvoir étendu qui frappe ceux qui finalement entrent un peu dans leur orbite, souvent par contagion ou interaction. Alors, il existe plusieurs exemples bien documentés de personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec des objets réputés maudits. Ces objets, effectivement, ont provoqué des phénomènes étranges ou des malheurs chez des visiteurs qui les ont juste manipulés ou parfois même juste observés. Voici quelques cas notables. Donc, on parlait tout à l'heure de la poupée Annabelle. C'est l'un des exemples les plus célèbres d'objets maudits. Elle est conservée dans le musée des Warren, célèbre couple de chasseurs de fantômes, de démonologues et médiums. Annabelle est une poupée en chiffon qui aurait été possédée par un esprit malveillant après avoir été offerte à une jeune femme par sa mère dans les années 1970. Il y a le film. Des phénomènes étranges auraient commencé à se produire après que la poupée ait été reçue. Des objets déplacés dans la pièce, des bruits étranges, des attaques physiques sur les personnes à proximité. Plusieurs visiteurs du musée des Warren ont raconté des expériences effrayantes après avoir été en contact avec Annabelle. L'un des cas les plus fréquents a impliqué un couple dont le jeune homme s'était en fait moqué de la poupée et qui a voulu un petit peu le défier. Donc après avoir quitté le musée, la moto de ce couple a eu un accident grave. Le conducteur a raconté plus tard qu'il avait ressenti une présence étrange et oppressante, ce qui suggère que l'esprit d'Annabelle aurait carrément pu être lié à cet incident.
Autre objet célèbre, on a le diamant Hope. C'est l'un des diamants les plus célèbres et les plus précieux au monde. Il est réputé également très maudit. Donc, il aurait été volé d'un temple hindou en Inde et aurait été à l'origine de plusieurs tragédies au cours des siècles, y compris des meurtres et des suicides. Ceux qui ont possédé le diamant, ou même ceux qui ont été très proches, auraient eu des malheurs très graves. Donc, l'un des propriétaires les plus notables du diamant est un marchand d'art français, Jean-Baptiste Tavernier. Lui, il l'a rapporté en Europe au XVIIe siècle, après avoir vendu le diamant au roi Louis XIV. Tavernier aurait été dévoré par des chiens sauvages en Russie. Des propriétaires ultérieurs ont également souffert de malheurs, y compris des pertes financières ou des accidents tragiques. Aujourd'hui, ce diamant est exposé au Smithsonian aux États-Unis et on raconte que ceux qui ont touché le diamant, qui l'ont manipulé, en ont ressenti une énergie étrange et négative. Et puis, on a également le miroir hanté de la plantation Myrtles. Donc ça, c'est en Louisiane. Donc c'est un miroir effectivement qui est réputé être lié à des phénomènes paranormaux. Donc la plantation elle-même, elle est connue pour ses histoires de fantômes et de malédictions. Et son miroir est l'un des objets les plus maudits. Il aurait été placé dans le salon et il serait lié à une histoire tragique de meurtre, de trahison et de malheur. Plusieurs visiteurs du site ont rapporté des expériences étranges après avoir regardé dans le miroir. Certains ont vu des formes humaines apparaître, d'autres ont entendu des voix chuchotées ou des bruits étranges. Des visiteurs ont même déclaré avoir été pris de panique et avoir ressenti une présence malveillante. Le miroir semble réagir particulièrement mal aux personnes qui sont seules ou qui sont dans un état émotionnel vulnérable. Que la malédiction des objets peut avoir des effets très réels sur ceux qui les touchent ou qui interagissent avec eux, créant souvent des événements tragiques, des accidents et des expériences pas toujours agréables. Alors bien que de nombreuses personnes puissent interagir avec ces objets bien sûr sans souffrir, d'autres sont profondément affectés, soit par leur sensibilité personnelle, soit par des circonstances particulières. La croyance dans les malédictions renforce souvent leur pouvoir, c'est une genre d'auto-persuasion, et il n'est pas rare d'ailleurs que les visiteurs des lieux réputés hantés ou d'objets rapportent des phénomènes. Alors, quelles sont les explications possibles pour ces objets maudits ? Alors, les expériences liées aux objets maudits, aux mauvais sorts, aux phénomènes qui les affectent, peuvent avoir plusieurs explications possibles. Celles-ci varient entre finalement des théories psychologiques, des théories paranormales ou même physiques qui peuvent éclairer la raison pour laquelle certains objets semblent avoir un pouvoir sur le propriétaire ou les visiteurs. Alors, voici les principales hypothèses. Premièrement, un effet, on va dire, psychologique et psychosomatique, c'est-à-dire qu'une explication courante pour les phénomènes associés aux objets maudits est l'effet psychologique, ce qu'on appelle un peu l'effet placebo inversé. Lorsque des personnes croient qu'un objet est maudit et qu'il a un pouvoir maléfique, cette croyance peut influer sur leur expérience de l'objet. Celles-ci peuvent interpréter des événements qui sont totalement banals, totalement classiques, ou inexpliqués comme étant liés forcément à la malédiction de cet objet. Elle crée un genre de cercle vicieux où la peur et l'anxiété alimentent davantage le phénomène. C'est-à-dire qu'on est tellement persuadé que l'objet est maudit qu'on commence effectivement à voir des choses. Et puis une personne peut même ressentir des douleurs, des malaises ou des symptômes physiques qui n'ont pas de cause médicale, mais qui sont directement liés à l'anxiété et à l'attente du malheur. C'est-à-dire qu'on s'est tellement bourré le mou qu'effectivement on est sûr qu'il va se passer quelque chose, donc notre corps va produire quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo inversé. Donc si quelqu'un croit fermement que l'objet peut lui causer du tort, son corps peut réagir comme si la malédiction était réelle. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à la malédiction. Une autre cause, c'est aussi finalement l'anticipation des malheurs, où les personnes qui entrent en contact avec des objets réputés maudits s'attendent inconsciemment à des événements négatifs. Donc cette anticipation, ce fait d'attendre finalement le malheur, peut affecter leur comportement et leurs décisions de manière subtile, qui crée des circonstances malheureuses. Par exemple, une personne qui se sent mal à l'aise avec un objet pourrait commencer à prendre des décisions qui sont plus risquées ou être plus distraite, ce qui pourrait entraîner un accident. Et puis, il y a certainement aussi un rôle des croyances culturelles et collectives. Dans des sociétés où les malédictions, les superstitions et les pratiques mystiques sont courantes, les personnes peuvent être plus susceptibles de croire que les objets ont un pouvoir maléfique. Cette théorie, elle propose que certains objets, par leur nature ou leur histoire, accumulent de l'énergie qui peuvent rester latentes et se manifester lorsque l'objet rentre en contact avec une personne susceptible d'être influencée, une personne qui est sensible. C'est le principe en fait de la psychométrie. Donc, ça repose sur l'idée que chaque objet porte une sorte d'empreinte énergétique ou mémorielle. En touchant cet objet,
une personne, enfin un pratiquant, serait capable de capter cette énergie et d'en extraire des informations, qu'ils peuvent percevoir des détails précis concernant l'histoire d'un objet, de son propriétaire, ou même des événements dont a été témoin l'objet. Puis certaines personnes avancent que les objets maudits pourraient être en réalité associés à des anomalies électromagnétiques et à d'autres phénomènes physiques qui pourraient carrément influencer l'environnement. Donc on parle de champs électromagnétiques. Alors on sait que ça pourrait interférer avec le cerveau humain, ça pourrait créer des sensations de mal-être, des hallucinations, des nausées. Ça pourrait effectivement aussi altérer les perceptions de la réalité. Alors, les phénomènes associés aux objets maudits sont souvent un mélange complexe de perceptions subjectives, de croyances culturelles, d'expériences collectives et d'influences surnaturelles. Que ce soit à travers l'effet psychologique, des explications spirituelles, des anomalies physiques, ces objets en tout cas continuent d'alimenter les légendes et de susciter des expériences intrigantes et parfois même perturbantes pour ceux qui les croisent. Les objets maudits incarnent cette frontière floue entre le monde matériel et l'invisible, où les forces mystérieuses semblent imprégner certains objets d'une énergie néfaste. Ces thèmes, bien que très différents en tout cas, partagent un même fil conducteur, l'importance du lien entre l'humain, son environnement et les forces invisibles qui peuvent l'entourer. Cette émission nous rappelle que parfois, la vérité réside dans l'invisible et que l'on ne peut pas comprendre pleinement le monde qu'en prenant compte de toutes ses dimensions, même celles qui sont mystérieuses et inexplorées. Pour notre prochaine émission, la 10e édition d'Un autre regard, qui sera diffusée le 28 janvier à 21h sur Radio G, nous explorerons des thèmes tout aussi fascinants que variés. On commencera par une réflexion sur les secrets de l'alchimie, cette quête mystique de la transformation, souvent associée à la pierre philosophale. Nous parlerons également télékinésie, télépathie, vous aurez compris le pouvoir de l'esprit. Enfin, pour clore cette émission, nous vous proposerons une plongée dans le monde des cryptides et des créatures mystérieuses qui peuplent l'imaginaire collectif. Avec ce grand singe, qu'on l'appelle Almasty, Bigfoot, Sasquatch ou encore Yeti, nous partirons sur ses traces. Une émission bien sûr riche en mystères qui vous emmènera sur les traces de ces légendes et de pratiques ésotériques. À ne pas manquer. Je vous souhaite donc une bonne continuation. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert et l'esprit affûté. Nous nous retrouverons une prochaine fois. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.